Le cliquetis des verres en cristal qui trinquaient pour féliciter la nouvelle directrice des relations publiques venait tout juste de s'estomper lorsqu'un sifflement monta de ma gorge comme celui d'une bouilloire cassée. Je suis Sailor Cole, experte en restauration de livres anciens, quelqu'un de bien plus habitué à la poussière de papier et au silence qu'à des fêtes somptueuses comme celle-ci. J'étais complètement déplacé dans cette salle remplie de costumes de créateurs et de sourires calculés. Ma sœur, Sloan, se tenait sur le petit podium à l'avant du salon VIP, ses dents parfaitement blanches brillant sous l'éclairage ambré. Elle se pencha vers le microphone avec ce sourire de relations publiques qu'elle avait tant pratiqué et qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « On recommence », dit-elle, sa voix dégoulinant d'un épuisement théâtral. « Sailor, ne fais pas de scène. C'est juste de la soupe aux champignons. Il n'y a pas de crabe. Où veux-tu gâcher ma fête de promotion ?» Une vague de rire gêné parcourut la pièce. Sloan pensait avoir marqué des points avec son humour mordant, jouant pour la foule comme elle le faisait toujours. Elle se prélassait dans leur attention, dans leur approbation. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'homme assis juste en face de moi, Monsieur Magnus Thorne, président du groupe et la personne même qui venait de signer sa décision de promotion, fixe mon bol de soupe avec une expression d'horreur absolue. Parce que la fille de Magnus Thorne souffre également d'une grave allergie aux crustacés, il a des connaissances suffisantes sur l'anaphylaxie. Il sait à quoi ressemble la gorge de quelqu'un qui commence à se fermer. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Magnus était en mouvement. Il sortait un épipène de la poche intérieure de son costume à $5000 et se précipitait vers moi avec une rapidité qui semblait impossible pour un homme de 58 ans. Mais laissez-moi revenir en arrière pour comprendre pourquoi j'étais dans cette situation de quasi-mort. Je dois raconter ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée. C'était censé être un dîner intime célébrant la promotion de Sloan dans le salon VIP d'un restaurant 3 étoiles Michelin où les réservations exigeaient 3 mois d'attente et une carte de crédit sans limite. La pièce était baignée d'un éclairage doré tamisé qui donnait à tout un air d'appartenir à un magazine de luxe, des lustres dégoulinés de cristaux. Les murs étaient tapissés de boiseries sombres. L'atmosphère sentait l'argent ancien et la nouvelle ambition. J'ai 26 ans. Malgré mon âge, je me suis déjà fait un nom en tant que restauratrice de livres anciens. Certaines personnes dans les cercles universitaires m'appellent le chirurgien de l'histoire à cause de mon comportement froid, de ma logique impitoyable et de ma profonde compréhension de la chimie impliquée dans la conservation. Je travaille avec des matériaux vieux de plusieurs siècles, les traitant avec le genre de précision que la plupart des gens réservent au désamorçage de bombes. Mes mains ont sauvé des manuscrits qui ont survécu à des guerres, des inondations et des incendies. Mon travail exige de la patience, du silence et un respect pour la fragilité des belles choses. Ma sœur, Sloan, en revanche, a 29 ans et vient d'être promue directrice des relations publiques chez Thorne Global, l'une des plus grandes multinationales du pays. Elle a un extérieur glamour, vêtements de marque, coiffure parfaite et un sourire qu'elle peut allumer et éteindre comme un interrupteur. Là où je suis calme et prudente, elle est bruyante et imprudente. Là où je préserve, elle détruit. Nos parents, Alistair et Cordelia Cole, ont tous deux 60 ans et sont notoirement vaniteux. Ils étaient assis à table ce soir-là, rayonnant du nouveau titre de Sloan, se prélassant dans une gloire indirecte. Ils adorent parler de l'importante carrière de Sloan, de ses relations, de sa visibilité. Pendant ce temps, ils méprisent constamment mon travail, le qualifiant de poussiéreux ou de déprimant parce qu'ils ne comprennent pas sa véritable stature. Pour eux, je suis la fille décevante qui a choisi les livres plutôt que les salles de conseil. La tension qui a conduit à mon empoisonnement, oui, empoisonnement. Appelons cela par son nom a commencé avant même le début de la fête. Sloan était dans le hall du restaurant plus tôt ce soir-là lorsque Magnus Thorne est arrivé. Elle avait essayé de l'intercepter, de le prendre à part et de lui montrer un rapport médiatique qu'elle avait préparé sur la dernière acquisition de Thorne Global. Elle voulait son attention. Elle voulait ses louanges. Au lieu de cela, Magnus m'a repéré près du vestiaire, et son visage s'est illuminé d'un intérêt sincère. Il a dépassé Sloan et a passé 20 minutes entières à discuter du processus de désacidification du papier ancien avec moi. Il a posé des questions détaillées sur l'équilibre du pH, sur les traitements d'alcalinisation, sur la différence entre les fibres de papier européennes et asiatiques. Il était fasciné. Il m'a parlé d'une collection de lettres du XVIIIe siècle que son entreprise avait récemment acquises et m'a demandé si j'envisagerais de les consulter pour leur conservation. J'ai observé le visage de Sloan tout au long de cette conversation. J'ai vu la façon dont sa mâchoire se serrait. J'ai vu la façon dont ses doigts se crispaient en poing sur ses côtés. J'ai vu la rage monter derrière ses yeux.
C'était censé être sa soirée, son moment. Et là, j'étais là, la petite sœur avec le travail ennuyeux, volant l'attention de la personne la plus importante de la pièce. La jalousie de Sloan était folle et dangereuse. Elle voulait m'humilier. Elle voulait prouver à tout le monde que j'étais faible, ou pire, que je faisais semblant d'être allergique pour manipuler les autres, pour attirer l'attention, pour que tout tourne autour de moi. Elle croyait qu'une petite essence de crabe ne tuerait personne. Elle pensait que cela me ferait juste démanger un peu, peut-être provoquer de l'urticaire. Elle voulait que je perde la face devant Magnus, devant nos parents, devant tous ceux qui comptaient. Alors, elle a tendu son piège. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je l'ai reconstitué plus tard à partir des déclarations des témoins. Sloan s'était excusé de table environ 30 minutes avant le plat de soupe. Elle a trouvé le chef Bastion dans la cuisine, un homme connu pour ses interprétations créatives de la cuisine française classique. Chef Bastion, avait-elle dit, allumant ce sourire PR puissant. J'ai une demande spéciale. J'ai entendu tout le monde louer votre célèbre huile de graisse de crabe, celle que vous utilisez dans votre bouillabaisse signature. Elle est censée être incroyable. Le chef Bastion avait hoché la tête, flatté. Son huile de graisse de crabe était en effet célèbre parmi les critiques gastronomiques. Elle était faite en faisant fondre lentement la rogue et la graisse de crabe bleue, en l'infusant d'aromates jusqu'à ce qu'elles deviennent de l'or liquide, de couleur ambre, riche et intensément savoureuse. Je me demandais, continua Sloan, si aujourd'hui, en ce jour important pour moi, je pourrais vivre quelque chose de spécial. Pourriez-vous ajouter juste une touche de cette huile de crabe à la soupe aux champignons et à la truffe? Je pense que la combinaison serait extraordinaire, nouvelle, inattendue. Le chef Bastion fut surpris par la demande. Le crabe et la truffe n'étaient pas un mariage traditionnel, mais il était aussi un chef créatif, toujours prêt à expérimenter pour des clients qui montraient un intérêt sincère pour son article. Il y réfléchit un instant. L'umami de la graisse de crabe, le côté terreux de la truffe, le sucré des champignons. Ce n'était pas une mauvaise idée. En fait, cela pourrait fonctionner pour vous, mademoiselle Cole. Pour votre soirée spéciale, dit-il avec une petite révérence. Je vais préparer un bol avec l'huile de crabe comme un amuse-bouche avant le plat principal de soupe. Merci beaucoup, dit Sloan gentiment. Vous êtes un artiste. Ce que le chef Bastion ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'il y avait une conspiration derrière la demande. Il n'avait aucune idée que Sloan avait une sœur avec une allergie aux crustacés mettant sa vie en danger. Il n'avait aucune idée que le bol qu'il préparait si soigneusement serait utilisé comme une arme. Quand la soupe arriva, elle était magnifique. Le serveur, un jeune homme nommé Andy, plaça délicatement les bols sur la table. Le mien avait ces magnifiques tourbillons d'huile brun rougeâtre sur le dessus, qui captaient la lumière des bougies et scintillaient comme du cuivre fondu. Sloan se pencha vers moi, sa voix douce et fraternelle. J'ai demandé au chef Bastion d'ajouter un peu d'huile de piment fumé et d'extrait de champignons peints à la tienne, dit-elle. Je sais que tu trouves parfois la nourriture riche et écrasante, alors j'ai pensé que cela te faciliterait la tâche. Le piment ajoute une belle chaleur sans être trop lourd. J'aurais dû me méfier. Je suis une personne prudente par nature. Cela fait partie de ce qui me rend bonne dans mon travail. Lorsque vous travaillez avec des matériaux vieux de 400 ans, vous apprenez à tout remettre en question, à tester chaque solution, à vérifier chaque procédure. Mais cette fois, j'ai été négligente. L'enthousiasme de ma sœur, l'espace luxueux, l'éclairage doré, tout cela a trompé mes sens, et la soupe elle-même était une parfaite tromperie. L'odeur intense des champignons à la truffe remplissait mes narines, terreuse et écrasante. La couleur ambrée de l'huile de graisse de crabe ressemblait exactement à de l'huile de truffe. L'odeur de champignons masquait complètement la légère odeur de poisson que j'aurais pu détecter autrement. Je ne me suis douté d'absolument rien. J'ai pris ma cuillère et j'ai mangé une petite bouchée. Le goût était incroyable, riche, savoureux, complexe. Pendant environ 5 secondes, j'ai pensé que Sloan avait effectivement fait quelque chose de gentil pour moi. Puis ma gorge a commencé à se fermer. La réaction a été immédiate et violente. Ma gorge s'est contractée comme si quelqu'un avait enroulé un poing autour de ma trachée et serré de toutes ses forces. Mes lèvres ont commencé à picoter, puis à brûler, puis à gonfler. Je sentais ma langue s'épaissir dans ma bouche, bloquant mes voies respiratoires. Ma peau a été couverte d'urticaire, de plaques rouges en colère qui se sont propagées sur mes bras et ma poitrine comme un incendie de forêt. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne voulaient pas me soutenir. La pièce s'est inclinée de côté.
Je suis tombé de ma chaise, heurtant le tapis moelleux assez fort pour me couper le souffle ou le peu de souffle qu'il me restait. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais rien faire d'autre que de griffer ma gorge et d'émettre ces horribles sifflements qui ne sonnaient pas humains. Et à travers tout cela, je pouvais entendre ma sœur rire. Pas un rire nerveux, pas un rire de « oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» un rire triomphal. « Regardez, regardez » dit Sloan, sa voix portant à travers le salon VIP. Elle mange des champignons et fait semblant d'être allergique aux crabes. L'Oscar de la meilleure actrice de cette année va à Sailor Cole. Il y eut des rires incertains de la part de certains invités. D'autres semblaient mal à l'aise, ne sachant pas s'il s'agissait d'une blague familiale ou de quelque chose de plus grave. « Allez, Sailor » continua Sloan, marchant plus près de l'endroit où je me débattais sur le sol. « Tu peux arrêter ta comédie maintenant. Tu as l'attention de tout le monde. N'est-ce pas ce que tu voulais, que ma soirée spéciale ne tourne qu'autour de toi ?» J'ai essayé de la regarder, d'essayer de lui faire comprendre que ce n'était pas une comédie, que j'étais en train de mourir, mais ma vision commençait à se rétrécir. Des taches noires dansaient sur les bords de ma vue. C'est comme ça que ça se termine, pensais-je. Tué par ma propre sœur lors d'un dîner. Pendant que tout le monde regarde et pense que c'est une blague. Mais Magnus Thorn était déjà là. Avant même que j'aie complètement touché le sol, il était tombé à genoux à côté de moi, l'épipène déjà à la main. « Poussez-vous » cria-t-il, sa voix coupant le rire comme une lame. « Que quelqu'un appelle une ambulance maintenant. »« Tiens bon » me dit-il, sa voix calme malgré le chaos. « Tu vas t'en sortir. Je m'occupe de toi. » Il retira le capuchon de l'épipène et le piqua dans ma cuisse, à travers ma robe. L'aiguille traversa le tissu et la peau, et je sentis le jet d'épinéphrine inonder mon système comme de l'eau glacée dans mes veines. L'effet ne fut pas immédiat, mais il fut perceptible. La pression écrasante sur ma gorge s'est légèrement atténuée, juste assez pour que je puisse aspirer une mince respiration sifflante. « Ambulance !»« Ambulance !» cria Magnus à nouveau, regardant le personnel stupéfait. « Appelez les services d'urgence tout de suite, et que quelqu'un m'apporte de l'oxygène si vous en avez. » Le gérant du restaurant était déjà au téléphone, bégayant l'adresse à l'opérateur d'urgence. Un serveur courut chercher la trousse de premier secours derrière le bar. Magnus me regarda, le visage sombre. « Reste avec moi » dit-il. « L'ambulance arrive. Tu vas t'en sortir. » Pendant que tout le monde paniquait, pendant que la pièce éclatait en un chaos contrôlé, j'ai vu le visage de Sloan changer. La satisfaction suffisante s'est dissipée. Son sourire a vacillé. Elle a regardé Magnus agenouillé à côté de moi, l'épipène dans sa main, la façon dont mes lèvres avaient enflé au double de leur taille normale. Elle commençait à réaliser que sa farce était allée beaucoup, beaucoup plus loin que prévu. Je ne pensais pas, balbutia-t-elle, reculant d'un pas à ma mère s'est précipitée, le visage pâle. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle fait un choc anaphylactique, dit brusquement Magnus. Quelqu'un a mis des crustacés dans sa nourriture. Ce n'est pas une blague ou une exagération. Sans cette épinéphrine, elle serait morte en quelques minutes. Mon père regarda le bol de soupe, puis Sloan. J'ai vu le moment où la compréhension s'est installée sur son visage. Sloan, dit-il lentement. Que as-tu fait? Rien, dit rapidement Sloan. J'ai juste demandé de la soupe aux champignons, il n'était pas censé y avoir de crabe dedans. Mais avant qu'elle ne puisse continuer son déni, Andy le serveur apparut à son coude. Mademoiselle Sloan, dit-il timidement, voulez-vous que je débarrasse la table? Vous m'avez demandé de tout préparer pour nettoyer après. Pas maintenant, lui lança Sloan. C'est là que l'adrénaline m'a frappé correctement. L'épinéphrine de l'épipène faisait son travail, forçant mon cœur à pomper plus vite, ouvrant mes voies respiratoires, me redonnant une fraction de ma force. Et avec cette force est venue une clarté absolue. J'ai tendu la main et j'ai saisi le poignet de Magnus Thorn avec une force surprenante. Mes doigts se sont verrouillés autour de sa montre coûteuse comme un étau. Il m'a regardé, surpris. Je ne pouvais pas encore parler. Ma gorge était encore trop enflée, mais je pouvais communiquer. J'ai pointé le bol de soupe de ma main libre. Puis j'ai fait un point et l'ai levé, le signe universel pour garder ou tenir ou préserver. Magnus comprit immédiatement. Il n'était peut-être pas policier ou avocat, mais il était un milliardaire qui avait bâti un empire sur sa capacité à lire les situations et à agir de manière décisive.
Il savait exactement ce que je lui disais. Personne ne touche à cette soupe, rugit-il, sa voix portant tout le poids de son autorité. Sécurité. Scellez cette table. C'est une scène de crime. Les gardes de sécurité du restaurant, qui planaient incertains au bord de la pièce, passèrent immédiatement à l'action. Ils formèrent une barrière autour de la table, empêchant quiconque de s'approcher. Monsieur Thorne, dit Sloan, forçant un rire. N'est-ce pas un peu dramatique? C'est juste un malentendu. Rien ne quitte cette pièce, l'interrompit Magnus, sa voix froide comme la glace arctique. Ni la vaisselle, ni la soupe, ni une seule serviette. Tout reste exactement là où il est jusqu'à l'arrivée des autorités. Ma mère attrapa le bras de Sloan. Dis-moi que tu n'as pas fait ça exprès, murmura-t-elle avec urgence. Dis-moi que c'était un accident. Sloan ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Son visage était devenu blanc comme un drap. J'étais allongé sur le sol, tenant toujours le poignet de Magnus, et je sentis une satisfaction sombre se répandre en moi. Malgré la douleur, malgré la peur, malgré le fait que je pouvais à peine respirer, j'avais utilisé ma dernière once de force pour préserver la preuve la plus importante, la soupe qui avait failli me tuer, la preuve de ce que ma sœur avait fait. Ce fut ma première petite victoire avant que l'obscurité ne recommence à s'insinuer au bord de ma vision. La dernière chose dont je me souviens avant l'arrivée des ambulanciers, c'est Magnus penché sur moi, sa main ferme sur mon épaule et disant « Tu es une battante. » Bien. Tu vas en avoir besoin. Les ambulanciers ont travaillé sur moi là, dans le salon VIP, pendant que Magnus donnait des ordres comme un général commandant des troupes. Ils m'ont donné une autre dose d'épinéphrine, m'ont branché à l'oxygène, ont vérifié mes signes vitaux. Ma tension artérielle était dangereusement basse. Ma saturation en oxygène était dans les 70. Elle aurait dû être dans les 90. Nous devons transporter immédiatement, dit l'un des ambulanciers. Elle doit être aux urgences sous observation. L'anaphylaxie peut avoir une réaction biphasique. Elle pourrait rechuter dans quelques heures. Mais avant qu'il ne puisse me faire sortir sur le brancard, Magnus se tourna vers Sloan. Son expression était taillée dans la pierre. « Vous avez dit que c'était de la soupe aux champignons normale ?» lui demanda-t-il, sa voix mortellement calme. Les mains de Sloan tremblaient. Elle les joignit pour le cacher. « Oui, dit-elle, mais sa voix se brisa sur le mot. Bien sûr, c'était des champignons normaux. La fille exagère toujours tout. Elle fait probablement juste une crise de panique. Une crise de panique ne provoque pas la fermeture de vos voies respiratoires, dit platement Magnus. Une crise de panique ne nécessite pas d'épipène. Arrêtez de mentir. C'est à ce moment-là que le chef Bastion fit irruption dans le salon VIP. Il était en cuisine lorsqu'Andy l'avait informé qu'il y avait eu une urgence médicale impliquant la soupe. On lui avait dit qu'une invitée était allergique aux crustacés. Les mots l'avaient frappé comme un coup physique. Mademoiselle Sloan, dit-il, son visage rouge de détresse et de confusion. Le serveur vient de me dire ce qui s'est passé. Mais je ne comprends pas. Vous avez vous-même demandé l'huile de graisse de crabe. Vous m'avez demandé de l'ajouter à la soupe à la truffe. Vous avez dit que c'était votre demande spéciale. Un silence tendu coupa le chaos de la salle de banquet. Tous les yeux se tournèrent vers Sloan. Vous avez dit que vous aimiez ça, continua le chef Bastion, ne réalisant pas qu'il signait son arrêt de mort à chaque mot. Vous avez dit que ce serait nouveau et inattendu. J'ai cru que vous vouliez l'essayer. Andy s'avança alors, le jeune serveur qui avait servi notre table toute la soirée. Et mademoiselle Sloan m'a fait signe de placer ce bol spécifique devant mademoiselle Saylor, ajouta-t-il tranquillement. Je me souviens parce que vous avez eu un contact visuel très clair avec moi et avez pointé son siège. Silence. Silence suffocant complet. J'étais allongé sur le brancard, le masque à oxygène couvrant la moitié de mon visage, et j'ai regardé les illusions de ma famille s'effondrer en temps réel. Le visage de mon père était devenu gris. La main de ma mère vola à sa bouche. Il regardait Sloan comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Parce que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était même pas de la négligence. C'était un piège délibéré, soigneusement planifié et froidement exécuté. Sloan, dit mon père, sa voix creuse. Dis-moi qu'ils ont tort. Dis-moi que tu n'as pas fait ça exprès. Sloan regarda la pièce sauvagement comme un animal acculé cherchant une issue de secours. Je pensais juste. Je veux dire, elle fait toujours toute une histoire avec son allergie.
Je pensais que si elle en prenait juste un tout petit peu, elle se rendrait compte qu'elle a exagéré toutes ces années. Je pensais que ça la rendrait juste un peu mal à l'aise. Peut-être qu'elle aurait de l'urticaire. Je n'ai jamais voulu que ce soit aussi grave. Vous n'avez jamais eu l'intention de presque tuer votre sœur, dit Magnus, sa voix assez coupante pour fendre du verre. Est-ce votre défense? C'était censé être inoffensif. La voix de Sloan montait maintenant, devenant perçante. Elle a toujours été si dramatique à propos de tout. Je voulais juste qu'elle arrête d'être le centre d'attention pour une fois. C'est ma soirée, ma promotion, et il faut qu'elle fasse tourner tout autour d'elle et de sa stupide allergie. Tais-toi, dit mon père. Je ne l'avais jamais entendu parler à Sloan de cette façon auparavant. Dans notre famille, Sloan était l'enfant en or, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Le ton dur de mon père a choqué tout le monde et les a réduits au silence. Nous devons partir, dit l'un des ambulanciers avec urgence. Son état pourrait se détériorer. Elle doit être dans un hôpital. Ils commencèrent à me faire rouler vers la porte. Alors que je passais devant ma famille, j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Ma mère pleurait, son maquillage parfait coulant sur ses joues. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours des 10 dernières minutes. Et Sloan. Sloan avait l'air terrifié. Bien, pensais-je. Sois terrifié. La toxicité la plus sophistiquée ne vient pas des gifles ou de la violence évidente. Elle vient d'actions qui sont enrobées de sucre au nom de l'attention. Lorsque quelqu'un teste délibérément vos limites de sécurité, lorsqu'il joue avec votre vie et appelle cela une blague, il ne plaisante pas. Il vous montre exactement qui il est. J'avais passé 26 ans à être la sœur cadette compréhensive, la silencieuse. Celle qui ne faisait pas de vagues ni de scènes, celle qui acceptait d'être négligée, sous-estimée et rejetée parce que garder la paix était plus facile que de se battre. Mais alors que les portes de l'ambulance se fermaient et que la sirène commençait à hurler, quelque chose de fondamental a changé en moi. Sloan n'était pas seulement jalouse. Elle était prête à risquer ma vie, à risquer véritablement d'y mettre fin, juste pour satisfaire son ego, juste pour me punir d'oser être bonne à quelque chose, d'oser être intéressante pour quelqu'un qui comptait. Et mes parents, qui avaient toujours défendu Sloan, qui avaient toujours trouvé des excuses à sa cruauté et écarté mes sentiments blessés comme de l'hypersensibilité, ils ne pouvaient plus nier la vérité nue qui venait d'être mise à jour sous leurs yeux. J'ai senti une froideur se répandre en moi, et cela n'avait rien à voir avec l'anaphylaxie. C'était le froid qui vient lorsque les liens émotionnels se cassent comme des élastiques trop étirés. C'était la glace qui se forme lorsque vous arrêtez enfin, de vous mentir à vous-même sur les gens que vous aimez. L'ambulancière ajusta mon masque à oxygène. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle doucement. Je ne pouvais pas encore parler. Ma gorge était encore trop enflée, et les dommages à mes cordes vocales prendraient des semaines à guérir. Mais j'ai levé la main et fait un geste qu'elle a interprété comme « ça va ». Je n'allais pas bien, cependant. Ni physiquement, et certainement pas émotionnellement, mais j'avais les idées claires. J'en avais fini d'être la sœur cadette soumise qui acceptait les miettes d'affection et ravalait les blessures en silence. J'allais gérer cela comme je gère un livre mangé par la moisissure, avec une précision impitoyable, en retirant toute trace de l'agent nocif jusqu'à ce qu'il ne reste que du papier propre. Sloan avait essayé de me détruire. Au lieu de cela, elle m'avait libéré. Maintenant, j'allais lui montrer ce qui se passe lorsque vous poussez quelqu'un qui a passé toute sa vie à être prudent, à être contrôlé, à être silencieux. Vous n'obtenez pas une explosion. Vous obtenez quelque chose de bien pire. Vous obtenez de la précision. Le chaos a débordé du hall du restaurant sur le trottoir juste au moment où les portes de l'ambulance étaient préparées pour me recevoir. Magnus Thorne se tenait près de l'arrière du véhicule, son téléphone déjà à la main, son doigt planant au-dessus du numéro de son avocat personnel, qui avait également des liens directs avec le bureau du procureur. « J'appelle la police » annonça-t-il. Sloan nous avait suivis, dépassant l'équipe de sécurité, désespéré de contrôler le récit. Ses talons claquaient frénétiquement sur le trottoir. C'est une tentative de meurtre, ou du moins, une agression grave. Mademoiselle Cole sera arrêtée ce soir. Sloan devint blanche comme papier. Les dernières traces de couleur dans ses joues s'évanouirent complètement. Non, murmura-t-elle. Non, s'il vous plaît, monsieur Thorne. C'était une erreur. Je ne voulais pas. Vous avez admis avoir délibérément contaminé la nourriture de votre sœur avec une substance dont vous saviez qu'elle était mortellement allergique, dit froidement Magnus.
Vous avez fait cela lors d'un événement d'entreprise en utilisant des ressources de l'entreprise tout en représentant Thorn Global en tant que nouvelle directrice des relations publiques. Si j'appelle la police maintenant, vous serez menotté avant minuit. Votre carrière sera terminée avant d'avoir commencé. Et compte tenu de la nature préméditée de cette attaque, vous risquez une peine de prison sérieuse. Ma mère attrapa le bras de Sloan, son visage se chiffonnant. Oh, ma douce fille, qu'as-tu fait? Que as-tu fait? Mon père restait figé, son cerveau essayant clairement de calculer les retombées sociales et professionnelles d'avoir une fille arrêtée pour tentative de meurtre dans un restaurant étoilé Michelin. Le scandale serait énorme, inéluctable. Mais j'ai vu autre chose se produire. J'ai vu la façon dont la main de Magnus se serrait sur son téléphone. J'ai vu la façon dont les autres convives planaient à proximité, leur téléphone sorti, probablement déjà en train d'envoyer des SMS à leurs amis au sujet du drame. J'ai vu le gérant du restaurant se tordre les mains, clairement terrifié par le cauchemar de publicité que cela créerait, et j'ai vu mon opportunité. Malgré le fait d'être allongé sur le brancard avec ma gorge encore enflée et ma voix réduite à un râle rauque, j'ai levé la main. J'ai arraché le masque à oxygène de mon visage. Madame, s'il vous plaît, gardez-le, insista l'ambulancière, essayant de le remettre en place. Vous avez besoin d'oxygène. J'ai repoussé sa main faiblement mais fermement. Attendez, ai-je réussi à crachoter? Le mot unique a fait l'effet d'avaler du verre brisé. Magnus se tourna pour me regarder, surpris. Tout le monde se tut, se tendant pour entendre ce que j'allais dire. J'ai regardé directement Magnus, mes yeux clairs malgré tout ce que mon corps venait de traverser. N'appelez pas la police. Pas encore, dis-je, chaque mot étant une lutte physique. L'ambulancière vérifiait mes moniteurs avec anxiété. Arrêter la directrice des relations publiques fera chuter l'action de Thorn Global. Je ne veux pas affecter vos actifs. J'ai pris une respiration irrégulière. Mon avocat s'en occupera demain. Le soulagement qui inonda les visages de ma famille était presque comique. Ma mère laissa échapper un sanglot de gratitude. Oh, Sailor, merci. Merci. Tu es une si bonne fille, une si bonne sœur. Les épaules de mon père s'affaissèrent. Nous allons régler ça en famille. Nous allons nous asseoir demain et parler de tout calmement. Et Sloan? Sloan me regarda avec un mélange de soulagement et de mépris. Je pouvais lire son expression clairement. Elle pense que je suis faible. Elle pense que j'ai trop peur de porter plainte. Elle pense que la loyauté familiale l'emportera à la fin. Sailor, dit-elle, s'approchant de l'ambulance, sa voix prenant ce ton doux et manipulateur qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Je sais que tu es contrarié en ce moment et tu as tout à fait le droit de l'être, mais nous sommes sœurs. Nous sommes de la famille. Nous pouvons traverser cela ensemble. Peut-être une thérapie, des conseils familiaux. J'ai levé la main pour l'arrêter. Quand j'ai reparlé, ma voix était un murmure essoufflé, mais limpide. Mon avocat vous contactera avec les termes. Les termes? Sloan cligna des yeux, confuse. Pour le règlement, ai-je clarifié, luttant contre l'envie de tousser. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Chaque centime. Son visage s'édurcit. Tu vas me poursuivre, ta propre sœur? Tu préfères la prison, demandai-je simplement. 8 ans, établissement d'État, ou un règlement civil. Ton choix. Magnus me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'approbation dans ses yeux. Votre avocat devrait appeler mon bureau également, dit-il. Je m'assurerai que le chef Bastion et Andy fournissent des déclarations complètes sur ce qui s'est passé ce soir. Thorn Global coopérera entièrement avec toute procédure légale. Merci, murmurai-je. Ne me remerciez pas, dit doucement Magnus. Vous vous êtes sauvé vous-même ce soir, préserver cette preuve était intelligent. La plupart des gens dans votre situation auraient été trop paniqués pour penser clairement. Je travaille avec des choses fragiles, dis-je, permettant finalement à l'ambulancière de remplacer le masque. Je sais comment les protéger. Nous devons vraiment partir maintenant, dit fermement l'ambulancière, faisant signe au conducteur. Elle doit être sous surveillance médicale. Alors que les portes de l'ambulance commençaient à se fermer, j'ai jeté un dernier regard à ma famille debout sur le trottoir. Ils pensaient que j'avais fait preuve de miséricorde. Ils pensaient que j'avais choisi la famille plutôt que la justice. Ils pensaient que j'étais toujours la même Sailor silencieuse et accommodante qui faisait toujours passer leurs besoins avant les siens. Ils avaient tort.
J'avais besoin de temps. Du temps pour monter un dossier en béton. Du temps pour les laisser baisser leur garde. Du temps pour rassembler chaque pièce de preuve qui rendrait ce qui allait suivre absolument indéniable. Sloan pensait que travailler avec un avocat demain signifiait une négociation douce. Peut-être un petit paiement pour aplanir les choses. Peut-être des excuses qui nous permettraient à tous d'aller de l'avant et de prétendre que cela n'était jamais arrivé. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. L'anaphylaxie avait causé plus de dommages que les médecins ne l'avaient initialement réalisé. Mes cordes vocales étaient enflammées et endommagées par l'enflure, laissant ma voix rauque et faible. J'aurais besoin de semaines d'orthophonie pour récupérer complètement. Les doses répétées d'épinéphrine avaient mis mon cœur à rude épreuve, nécessitant une surveillance cardiaque, et psychologiquement, j'étais en vrac. Cauchemar d'étouffement, crise de panique déclenchée par l'odeur des champignons, une terreur profonde à chaque fois que je devais manger quelque chose. Mais je ne me suis pas reposé. Je n'ai pas perdu un seul instant à m'apitoyer sur mon sort. Le 2e jour, alors que j'étais encore branché à des perfusions et des moniteurs, j'ai fait venir mon avocat, Maître Lewis. C'était un avocat vif et agressif d'une 40aine d'années, spécialisé dans les litiges civils et les affaires de préjudice corporel. Je l'avais engagé il y a 3 ans pour gérer un litige contractuel, et il m'avait impressionné par son efficacité impitoyable. « Dites-moi tout », dit-il, sortant sa tablette pour prendre des notes. Je lui ai raconté chaque détail, chaque moment. La conversation que Magnus avait eue avec moi qui avait déclenché la jalousie de Sloan. La façon dont elle avait disparu pour parler au chef. La soupe qui avait failli me tuer. La confession devant témoin. C'est en béton, dit Maître Lewis, ses yeux brillants. Elle a avoué devant une salle pleine de gens, y compris le PDG d'une grande corporation. Nous avons le témoignage du chef sur sa demande spécifique d'ajouter de l'huile de crabe. Nous avons le témoignage du serveur sur le fait qu'elle a dirigé ce bol vers votre place. Nous avons des preuves physiques sous la forme de la soupe elle-même. Et nous avons Magnus Storm comme témoin de votre urgence médicale et de son intervention immédiate. Je veux des affidavits du chef Bastion et d'Andy, dis-je, ma voix endommagée à peine audible. Par écrit, notarié, avant qu'il n'ait une chance d'être soumis à des pressions de la part de ma famille ou de quiconque. Considérez cela comme fait, dit Maître Lewis. Je les aurai d'ici 48 heures. Et je veux un rapport médical complet documentant chaque blessure, les dommages à la gorge, la tension cardiaque, le traumatisme psychologique, tout. Déjà commandé. L'hôpital coopère entièrement. Je le regardais fixement. Je veux qu'elle soit détruite, Maître Lewis. Pas blessée, pas embarrassée, détruite. Je veux qu'elle perde tout ce à quoi elle tient. Sa carrière, son argent, sa réputation. Je veux que mes parents comprennent exactement de quoi leur enfant chéri est capable. Et je veux que tout soit fait légalement, proprement et complètement. Monsieur Lewis sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de repérer sa proie. Combien demandons-nous ? 900 000 $, dis-je sans hésitation. C'est assez pour la ruiner financièrement, mais pas trop pour que cela semble déraisonnable à un médiateur. Cela couvre mes frais médicaux, ma perte de revenus, mon préjudice moral et corporel, ainsi que le coût des soins psychiatriques. Et c'est juste assez bas pour qu'elle pense s'en tirer à bon compte. Vous avez bien réfléchi. Je n'ai eu que le temps de réfléchir, dis-je. Et une dernière chose, je veux que cela soit réglé par médiation, pas au tribunal. Le tribunal prend trop de temps, et je veux que ce soit fait rapidement, d'ici 3 semaines. Pouvez-vous organiser cela pour 900 000 $ dans un cas aussi évident ? La défense va sauter sur la médiation. Ils seront terrifiés de ce qu'un jury pourrait accorder. Bien, dis-je. Parce que mon silence n'est pas un pardon, c'est une stratégie. Monsieur Lewis se leva, fermant sa tablette. Votre sœur a tenté de vous tuer, mademoiselle Cole. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Elle a tenté de me diminuer, corrigez-je doucement. Elle a tenté de me rendre petite, de me rendre faible, de prouver que je n'étais rien. C'est encore pire que d'essayer de me tuer. Parce qu'elle voulait que je survive. Elle voulait que je vive avec l'humiliation. Je me calais contre les oreillers de l'hôpital, soudainement épuisé. Au lieu de cela, continuai-je, elle va apprendre ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui passe sa vie à travailler avec des choses qui sont fragiles mais précieuses. On apprend à les protéger. On apprend à les réparer,
et on apprend à supprimer tout ce qui les menace complètement, définitivement et sans pitié. Mon avocat partit avec ses instructions. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant que je me rétablissais chez moi, il travailla comme un forcené. Il obtint des déclarations sous serment du chef Bastion et d'Andy. Il rassembla des dossiers médicaux et des avis d'experts. Il compila un dossier d'affaires absolument accablant. Et ma famille? Il pensait que je guérissais. Il pensait que je traitais le traumatisme. Il pensait que j'étais en train de décider si je devais pardonner et oublier. Ma mère m'envoya des fleurs de composition coûteuses que je donnai immédiatement à l'hôpital. Mon père appela 2 fois, laissant des messages vocaux décousus sur le fait de ne pas laisser cela déchirer la famille. Et Sloan envoya un SMS. Pouvons-nous parler? Je crois qu'il y a eu un malentendu. Je ne répondis à aucun d'eux. Mon silence n'était pas un pardon. C'était le calme avant la tempête. C'était le moment où l'on retient son souffle et vise avec soin parce qu'on n'a qu'une seule chance. Et lorsque Monsieur Lewis appela au 19e jour pour me dire que la médiation était prévue pour le 21e jour, exactement 3 semaines après l'incident, je souris pour la première fois depuis l'empoisonnement. Parfait, murmurai-je au téléphone, ma voix toujours faible, mais se renforçant chaque jour. Mettons fin à cela. Il fallut 3 semaines pour que le gonflement diminue suffisamment pour que je puisse parler sans douleur et pour que mon corps se stabilise suffisamment pour que je puisse m'asseoir droite pendant plus d'1 heure sans que mon cœur s'emballe comme un oiseau piégé. C'est le temps qu'il fallut à M. Lewis pour compiler chaque bribe de preuve dans un dossier juridique si étanche que même l'avocat de la défense le plus cher de l'État conseillerait à son client de régler l'affaire. C'est le temps qu'attendit ma famille avant d'essayer de mettre sous le tapis une tentative de meurtre comme s'il s'agissait d'une tache de vin sur un tapis coûteux. La salle de médiation sentait le cirage à meubles au citron et le désespoir. C'était un de ces espaces d'entreprise conçus pour paraître neutres, murs beige, longue table en chêne, chaises en cuir qui grincent lorsque l'on bouge. Le genre de pièce où des accords d'1 million de dollars mouraient tranquillement, où des carrières se terminaient par une signature au lieu d'une scène. J'arrivais en avance avec Monsieur Lewis. Mes mains tremblaient encore légèrement à cause des médicaments que je prendrais pendant les 6 prochains mois. Les médecins m'avaient dit que les tremblements s'estomperaient. Je n'étais pas sûr de le vouloir. Ils étaient un rappel de ce qui m'avait presque été enlevé. Sloan entra avec 12 minutes de retard, parce que bien sûr qu'elle l'a fait. Même maintenant, elle ne pouvait pas résister au jeu de pouvoir de faire attendre tout le monde. Elle portait une robe gris tourterelle qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses cheveux étaient tirés en un chignon souple qui criait victime innocente. Le maquillage était parfait, juste assez pour avoir l'air soigné, pas trop pour paraître insensible. Mais c'est son expression qui me retourna l'estomac. Ce regard de remords soigneusement exercé, yeux juste un peu plus écarquillés que d'habitude, lèvres pressées l'une contre l'autre dans ce qui était censé être une retenue angoissée. J'avais vu ce visage 1 millier de fois en grandissant. C'était le visage qu'elle faisait quand elle voulait quelque chose, quand elle avait besoin que quelqu'un la croie, quand elle était sur le point de mentir si habilement que même elle pouvait y croire. Maman et papa l'encadraient comme des gardes du corps. La mâchoire de papa était serrée de cette façon têtue qui signifiait qu'il avait déjà décidé comment les choses allaient se passer. Maman me jetait des regards avec des yeux qui contenaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la peur, peut-être mélangée à une sorte de supplication désespérée. Il me regardait comme les gens regardent des minuteurs de bombes qui décomptent. C'est lors, commença maman, sa voix faisant cette chose douce et apaisante qu'elle utilisait quand j'étais petite et que je m'étais écorché le genou. Chérie, nous sommes si heureux que tu te sentes mieux. Je ne répondis pas. Monsieur Lewis m'avait coaché. Parler seulement lorsque c'était nécessaire. Laisser les preuves parler. Ne pas les laisser manipuler mes émotions. Je pliai mes mains sur la table, sentis le bois froid sous mes paumes, et attendis. Sloan se pencha en avant, et, comme prévu, ses yeux commencèrent à luire. C'est lors, Sa voix se brisa parfaitement, une fissure capillaire dans la porcelaine. J'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Je jure que je pensais seulement que tu aurais une éruption cutanée qui démange ou quelque chose comme ça. Peut-être que ta gorge serait un peu irritée. Je voulais juste te taquiner un peu, tu sais, te faire te détendre. Arrêtez d'être si sérieuse tout le temps. Elle tendit la main à travers la table comme si elle voulait prendre la mienne. Je retirai les miennes. Je ne savais pas, continua-t-elle. Et maintenant, il y avait de vraies larmes. Impressionnant. Vraiment?
Je ne savais pas que tu allais presque mourir. Si j'avais su, je n'aurais jamais. Stop. Le mot sortit plus durement que je ne l'avais prévu. Assez tranchant pour que tout le monde tressaillît. Ma mère intervint immédiatement, sa propre version du contrôle des dégâts. Sailor, s'il te plaît. Ta sœur a fait une erreur. Une terrible erreur. Mais elle ne voulait pas que les choses aillent si loin. Après tout, elle ne pensait pas que ce serait si grave. Ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Laisser tomber? Comme si ma sœur ne m'avait pas regardé convulser sur le sol d'un restaurant. Comme si elle n'avait pas mis de l'huile de graisse de crabe dans ma soupe et s'était ensuite assise là, verre de vin à la main, attendant de voir ce qui se passerait. Comme si, je ne pensais pas que ce serait si grave, était en quelque sorte une défense pour empoisonner quelqu'un. Papa s'éclaircit la gorge, sa voix prenant ce poids paternel qui me faisait rentrer dans le rang quand j'étais enfant. Sailor, je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais en fin de compte, quoi qu'il arrive, nous sommes ta seule famille, n'est-ce pas? La famille pardonne. La famille avance. Quelque chose en moi se brisa, mais pas de la manière qu'il voulait. Je le sentis dans ma poitrine. Cet ultime lien qui se rompait net, l'obligation, la culpabilité, le souhait désespéré d'enfant qu'un jour il me choisisse en premier. Tout cela s'effondra comme un poids mort. Ma voix sortit tremblante, mais pas de faiblesse, de rage, de chagrin, de la clarté soudaine et vertigineuse de quelqu'un qui vient de sortir d'un bâtiment en feu et peut enfin voir le ciel. Non. L'expression parfaitement travaillée de Sloan vacilla. Non, je ne veux pas d'une famille comme celle-ci. Je ne laisserai absolument pas tomber. Je les regardais chacun à leur tour, Sloan avec son statut de victime de créateur, maman avec le désespoir de sa complice, papa avec son droit patriarcal. Le silence qui s'ensuivit fut si complet que j'entendis l'horloge murale faire tic-tac. Monsieur Lewis choisit ce moment pour ouvrir sa mallette. Le claquement de la serrure résonna comme un coup de marteau de juge. Mademoiselle Cole, dit-il, s'adressant à Sloan avec le genre de froideur clinique qui indiquait clairement qu'il n'y avait pas de diminutif ici, pas de surnom de sœur, pas de liens familiaux qui adouciraient ce qui allait suivre. Vous êtes directrice des relations publiques. Vous avez bâti une carrière sur la compréhension de l'image, sur la manipulation des récits, sur le fait de savoir exactement comment les actions seront perçues, ce qui signifie que vous êtes assez intelligente pour connaître la limite entre une farce et une tentative d'homicide involontaire. Le visage de Sloan devint blanc. Ce n'est pas, nous avons le témoignage du chef Bastion confirmant que vous avez spécifiquement demandé d'ajouter de l'huile de graisse de crabe à la soupe de votre sœur. La voix de Monsieur Lewis ne monta ni ne vacilla. Nous avons le témoignage d'Andy, le serveur, confirmant que vous vous êtes personnellement assuré que la soupe soit placée devant votre sœur. Nous avons des rapports toxicologiques confirmant la présence de protéines de crustacés dans le système de Mademoiselle Sailor Cole à des concentrations compatibles avec une contamination délibérée. Il sortit un autre document, puis un autre. Nous avons vos SMS au chef Bastion datant de 3 jours avant le dîner, demandant des ingrédients susceptibles de provoquer une réaction. Nous avons votre historique de recherche sur Internet, quelle quantité de crustacés provoque une réaction allergique? Peut-on cacher de l'huile de crabe dans une soupe? Symptômes de réaction allergique grave. Chaque preuve atterrit comme une pierre dans l'eau calme, les ondulations se propageant vers l'extérieur. Ceci était prémédité, dit Monsieur Lewis, ce qui l'élève au-delà de la mise en danger imprudente. Le bureau du procureur a indiqué qu'il engagerait des poursuites pour agression aggravée avec intention de causer des lésions corporelles graves. Compte tenu des preuves de planification, vous risquez 8 ans dans un établissement correctionnel d'État. La couleur quitta le visage de mes parents. Sloan commença à secouer la tête, vite, frénétiquement. Non, ce n'est pas je ne voulais pas, alternativement, poursuivit Monsieur Lewis, son ton changeant légèrement, comme une porte s'ouvrant d'un petit interstice. Ma cliente est disposée à régler cette affaire au civil. Nous renoncerons aux poursuites pénales en échange d'une compensation totale pour les frais médicaux, le préjudice moral et corporel, la détresse émotionnelle et les dommages-intérêts punitifs. Papa retrouva sa voix. Combien? Monsieur Lewis me regarda. Je lui fis le plus petit des hochements de tête. 900 000 $. Le nombre resta suspendu dans l'air comme une lame de guillotine. C'est insensé. Le calme prudent de Sloan vola en éclats. Je n'ai pas ce genre d'argent. Personne de notre âge n'a ce genre de...
Vous avez un appartement de 2 chambres à Riverside Heights évalué à environ 400 000 $, récita M. Lewis sans regarder ses notes. Vous avez des bijoux, un véhicule, des comptes d'investissement. Vos parents ont des fonds de retraite, un capital immobilier. Il se pencha en avant. L'alternative est la prison, un casier judiciaire et une responsabilité civile qui pourrait vous suivre pendant des décennies. Ce règlement inclut une renonciation complète à la responsabilité et un accord de non-divulgation qui protège votre réputation. Vous conservez votre liberté et la dignité qu'il vous reste. La main de maman vola à sa bouche. Papa fixait la table comme si le grain du bois pouvait se réorganiser en une solution. Sloan me regarda. Me regarda vraiment. Peut-être pour la première fois de nos vies. Je vis le moment où elle comprit que ce n'était plus sa petite sœur. Ce n'était pas la fille qui avalait tous les affronts, qui se faisait plus petite pour que Sloan puisse briller davantage. C'était quelqu'un qui avait failli mourir et qui avait décidé que survivre ne suffisait pas. Je voulais une restitution. Je voulais des conséquences. Je voulais que tout ce qu'elle avait utilisé pour me blesser soit retourné contre elle. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Je rencontrai son regard, ferme. Je peux. Je le fais. Mes parents me regardèrent avec des yeux pleins de quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant, de la peur. Et en dessous, de la haine. Le genre de haine que l'on réserve à quelqu'un qui a brisé les règles tacites, qui a refusé de jouer son rôle assigné. Je détournai le regard. Leurs opinions n'avaient plus d'importance. Il fallut 45 minutes de négociation, mon père essayant de faire baisser le montant, ma mère pleurant, Sloan alternant entre rage et désespoir. Mais au final, le calcul était simple, 900 000 $ ou 8 ans de prison. Ils signèrent. Je regardais la main de Sloan trembler alors qu'elle posait le stylo sur le papier. Je regardais la signature soignée qui avait probablement orné un millier de documents de relations publiques la liant maintenant à la ruine financière. Je regardais mes parents signer en tant que co-garants, leur sécurité de retraite échangée contre la liberté de leur enfant chéri. Quand ce fut fait, quand les papiers furent ramassés et les conditions établies paiement intégral dans les 90 jours, avec le premier versement dû dans 2 semaines, Sloan me regarda une dernière fois. Je suis ta sœur, dit-elle, la voix creuse. Non, répondis-je, me levant, ramassant mon manteau. Tu étais quelqu'un qui a essayé de me tuer. Il y a une différence. Je sortis de cette salle beige, de ce bâtiment, dans la lumière du soleil de l'après-midi qui ressemblait à une absolution. Derrière moi, j'entendis ma mère pleurer. J'entendis la voix de mon père, en colère maintenant, prononçant mon nom comme une malédiction. Je ne regardai pas en arrière. Les saisons avaient à peine changé quand la nouvelle me parvint par un ancien collègue qui se tenait au courant des ragots de l'industrie, Sloan Cole était au chômage. La firme de relations publiques l'avait laissé partir discrètement, invoquant une restructuration, mais tout le monde connaissait la vérité. Les nouvelles voyagent vite dans les cercles professionnels, surtout quand cela implique quelqu'un qui avait brillé aussi fort et aussi publiquement que Sloan. Les murmures la suivaient, instables. Responsabilité. Cette fille qui a empoisonné sa sœur. Elle avait vendu l'appartement de Riverside Heights à perte, désespérée d'avoir de l'argent rapidement. Les bijoux étaient allés dans un magasin de dépôt-vente. Le contrat de location de la voiture fut résilié. Mes parents avaient retiré la totalité de leur fonds de pension et contracté une deuxième hypothèque sur leur maison pour compenser la différence. Le premier paiement avait été encaissé, puis le second. Chacun un morceau de la vie que Sloan avait construite sur la base de la diminution de tous les autres. J'appris plus tard, des mois plus tard, par ce même collègue bavard, à propos de la fête de fiançailles. Une des anciennes amies de lycée de Sloan, quelqu'un qui ne fréquentait pas les cercles de relations publiques et n'avait pas entendu les histoires. Sloan se présenta dans une robe empruntée, le désespoir caché derrière ce même sourire pratiqué. Elle l'avait trouvé à l'heure du cocktail. Richard, ou quelque chose comme ça, vieille fortune, divorcé, assez seul pour être charmé par une belle femme qui riait à ses blagues. C'était du Sloan classique, vraiment. Elle avait toujours su comment lire les gens, comment devenir exactement ce qu'ils voulaient. Pendant 2 mois, elle joua le rôle à la perfection. Le laissa l'inviter et la régaler. Emménagea dans son appartement Penthouse dans le quartier financier. Commença à poster des photos soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux, regardez-moi. Je suis de retour. Je vais bien. Je suis mieux que jamais. Mais on ne peut pas cacher qui on est éternellement.
Finalement, le masque glisse. Il l'a surpris en train de mentir à propos de quelque chose de petit. Elle était allée à l'université, peut-être, ou ce qu'elle avait fait comme travail. Un mensonge s'est transformé en un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'il fasse ce que toute personne censée ferait. Il commença à creuser. Ce qu'il trouva fut la vérité. Pas la version aseptisée que Sloan avait essayé de vendre, mais la véritable histoire. Une femme qui avait empoisonné sa sœur. Une femme qui avait été poursuivie en justice jusqu'à l'oubli financier. Une femme qui ferait n'importe quoi, blesserait n'importe qui, pour se frayer un chemin vers le sommet. Il l'a mis à la porte, pas de manière dramatique, d'après ce que j'ai entendu, juste froidement, efficacement. Il demanda à son assistant d'emballer ses affaires, les laissa dans le hall, changea les serruresses de la même manière que l'on supprimerait toute autre menace de sa vie. Aux dernières nouvelles, Sloan travaillait pour une entreprise de télémarketing dans un centre commercial de l'autre côté de la ville. 40 heures par semaine dans une pièce éclairée au néon, lisant des scripts à des gens qui lui raccrochaient au nez, gagnant $12 de l'heure. Parfois, je me demandais si elle pensait à ce dîner. Si elle restait éveillée la nuit dans l'appartement bon marché qu'elle pouvait se permettre maintenant, pensant au moment où elle avait décidé que me faire du mal valait le risque. J'espérais que oui. 1 an après la nuit où j'ai failli mourir, je me tenais dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque. Les mots semblaient encore surréalistes, même après des mois à les dire. Le bâtiment était un entrepôt reconverti dans le quartier des Arts, tout en briques apparentes et d'énormes fenêtres qui laissaient entrer des cascades de lumière naturelle. L'air sentait le vieux papier et l'huile de citron, ce parfum particulier de l'histoire préservée. Des rangées d'étagères faites sur mesure tapissaient les murs, chacune contenant des volumes à divers stades de restauration. Certains étaient impeccables, en attente d'être catalogués. D'autres étaient des travaux en cours, dos soigneusement séparés des blocs de texte, pages posées à plat sous des poids, dommages causés par l'acide étant minutieusement inversé avec des solutions spécialisées. C'était mon entreprise, Cole Conservation et Restauration. J'avais failli utiliser un nom de famille différent, voulant me débarrasser de ce dernier lien avec ma famille. Mais Monsieur Lewis m'avait conseillé de ne pas le faire. Assumez-le, avait-il dit. Ce n'est pas vous qui devriez avoir honte. L'argent du règlement avait été la graine. 900 000 $ moins les frais juridiques, moins les frais médicaux, moins le coût de la thérapie dont j'avais eu besoin pour traiter ce que ma propre sœur m'avait fait. Ce qui restait était suffisant pour louer cet espace, acheter de l'équipement, embaucher 2 conservateurs juniors et établir une réputation. Il s'est avéré que faillir mourir avait fait de moi une sorte de légende dans certains cercles. La conservatrice de livres qui avait failli être assassinée, qui avait survécu et construit un empire. C'était morbide, peut-être, mais cela ne me dérangeait pas. Les gens se souvenaient de moi. Les gens m'embauchaient. Et Magnus Thorne m'avait ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginé franchir. Il était venu me voir 1 mois après la médiation. Il s'était présenté à mon minuscule studio avec un contrat déjà rédigé. Toute ma bibliothèque patrimoniale, avait-il dit simplement. 400 ans de documents de la famille Thorne, premières éditions, correspondance personnelle. Je veux que vous les préserviez. J'avais demandé pourquoi. Pourquoi me faire confiance avec quelque chose d'aussi précieux? Sa réponse avait été typiquement directe. Parce que vous comprenez que certaines choses méritent d'être sauvées et que certaines choses doivent être coupées comme un cancer. Vous connaissez la différence. Ce contrat à lui seul valait 200 000 $ par an pour les 5 prochaines années. Cela m'avait donné de la crédibilité, attiré d'autres clients fortunés, m'avait permis de m'étendre plus vite que je ne l'avais rêvé. Maintenant, 1 an plus tard, mon entreprise était évaluée à 2,5 millions de $. Je traversais la bibliothèque, traînant mes doigts le long des dos, sentant la texture du cuir, du tissu et du vélin. Chaque livre était un petit univers, un fragment préservé des pensées de quelqu'un, du monde de quelqu'un. Certains étaient endommagés quand ils arrivaient chez moi, taches d'eau, moisissures, pages rongées par le temps et la négligence et l'acide. Je les réparais avec soin, méthodiquement, avec patience et précision. J'inversais les dommages, stabilisais ce qui pouvait être sauvé, et quand c'était nécessaire, prenais la décision difficile de laisser partir ce qui était trop loin. C'était un travail méditatif, un travail solitaire, le genre de travail qui convenait à quelqu'un qui avait appris que toutes les relations ne pouvaient pas être réparées. Que parfois, la chose la plus saine à faire était de sceller les éléments toxiques et de construire quelque chose de nouveau. Mes conservateurs juniors, Emily et David,
était dans l'arrière-salle en train de travailler sur une collection de lettres du XVIIIe siècle. Je pouvais entendre le doux fredonnement d'Émilie, le bruissement du papier de soie, l'activité tranquille de personnes qui aimaient ce qu'elle faisait. J'avais construit cela non pas avec l'argent de la famille ou les relations familiales, mais avec l'indemnisation pour avoir failli être assassiné. Chaque étagère, chaque outil, chaque page soigneusement restaurée était la preuve que j'avais pris la pire chose qui me soit jamais arrivée et l'avais alchimisée en quelque chose de beau. Mon téléphone vibra. Un SMS de Monsieur Lewis. Paiement final encaissé. Affaire officiellement close. Le troisième et dernier versement. La dette de Sloan, ou plutôt la dette de mes parents au nom de Sloan, était intégralement payée. Je fixai le message pendant un long moment, attendant de ressentir quelque chose. Le triomphe, peut-être, ou la clôture. Au lieu de cela, je me sentis simplement calme. Je marchai jusqu'à la fenêtre, regardai la ville. Quelque part dehors, Sloan était probablement assise dans un cubicule de télémarketing, lisant un script, se faisant raccrocher au nez. Mes parents étaient probablement dans leur maison hypothéquée, me méprisant, se disant que j'avais surréagi. Que la famille devrait pardonner. Ils avaient tort. Mais cela n'avait plus d'importance. Leurs opinions étaient comme des voix d'un pays dont j'avais immigré. Distantes, non pertinentes, le problème de quelqu'un d'autre. Je me retournai vers ma bibliothèque, vers la table de restauration, où un manuscrit du XVIe siècle attendait mon attention. Les pages étaient cassantes, les bords noircis par l'âge, mais le texte était toujours lisible, toujours précieux, toujours digne d'être sauvé. Je m'assis, enfilai mes gants en coton, sélectionnai mes outils avec la précision d'un chirurgien. C'était ce que je faisais maintenant. Je préservais ce qui était précieux. J'éliminais les agents nocifs, qu'ils soient de l'acide sur du papier ou la toxicité dans les liens du sang. J'ouvris soigneusement le manuscrit, commençai à évaluer les dommages, planifiant la restauration. Dehors, le soleil de l'après-midi s'inclinait à travers les fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansaient comme de la neige dorée. Ma vie était entière maintenant. Brillante. Construite sur les cendres de la carrière de la sœur qui avait tenté de me tuer. Et pour la première fois en 26 ans, j'étais exactement là où je devais être.